Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Je suis vraiment désolée d'avoir été absent. Je vous promets que je vais tout vous expliquer dans cet épisode. On va faire un épisode particulièrement long aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on le doit. Avant tout, je voudrais adresser un remerciement spécial aux personnes blanches aujourd'hui parce que ce que vous avez fait avec Cracker Barrel, c'était franchement inspirant. Donc, on va parler brièvement de ce qui s'est passé là-bas. Avant ça, il faut que je vous dise, en ce moment, je suis obsédée par l'expérience de Stanford. Je sais qu'on vous a laissé sur un certain suspense, mais maintenant, les choses sont devenues encore plus intéressantes. Alors, replongeons-nous tout de suite dedans. Bienvenue à nouveau sur Candice. Vous savez quoi? En fait, c'est le comédien Tim Dillon qui pose les vraies questions en ce moment. Alors, lançons un extrait. Est-ce que la femme du président français a un ou pas? C'est la question. Et vous savez à quoi je pensais pendant que j'avais un peu de temps? Je me disais, n'est-ce pas intéressant que Jean-Michel Trogonot ne m'ait pas poursuivi en justice? Genre, quoi? Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens juridiquement? Parce qu'en Amérique, il est pratiquement impossible de poursuivre une personnalité publique à cause du critère de la véritable malveillance. Comme il faut prouver, vous savez, parce que je pense que les personnalités publiques font partie de l'intérêt public. Les gens ont le droit de parler d'eux et de poser des questions. Et il faut répondre à ce qu'on appelle le critère de la véritable malveillance que je pense avoir déjà expliqué, mais en gros, cela signifie que la personne connaissait la vérité à 100% et a agi avec un mépris total pour celle-ci simplement parce qu'elle n'aimait pas l'individu. Ils avaient juste de la malveillance envers eux. Mais si Jean-Michel Trognot m'avait poursuivi en justice, ce critère aurait été supprimé. Jean-Michel Trognot aurait pu dire « Excusez-moi, cette personne affirme que j'ai fait une transition pour devenir ma sœur et ce n'est pas approprié. » Et alors, ils auraient peut-être une réclamation tout à fait légitime s'ils pouvaient prouver que je connaissais la vérité. Mais ils ne font pas cela. Jean-Michel Trognot ne me poursuit pas en justice. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à explorer cela. Je me demande bien pourquoi. Ou peut-être que Jean-Michel Trognot me poursuit sous un nouveau nom, Brigitte Macron. Et regardez, je veux aussi dire qu'il y a une petite part de moi qui se sent mal pour Emmanuel Macron, parce que je parlais avec quelqu'un et il me demandait, vous savez, pourquoi pensez-vous que ce président en exercice de la France a réellement intenté ce procès en Amérique? C'est complètement fou. Et puis soudain, j'ai eu une révélation, oh mon Dieu, je crois que Brigitte et Emmanuel pensaient qu'en intentant ce procès, je réagirais comme une personne normale et que je me tairais parce que la plupart des gens se diraient simplement « Oh, on me poursuit en justice, je vais juste me taire un petit moment. » Mais non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent en Amérique. Ils ne comprennent pas les différences culturelles entre l'Amérique et la France. On ne peut pas simplement intenter un procès pour faire taire un Américain. C'est ça. Être bruyant, c'est en fait notre marque de fabrique. On est fiers de ne pas nous mêler de nos affaires. C'est ce que nous sommes. On ne sait même pas différencier nos fourchettes de nos couteaux. On ne va pas disparaître. Et on va découvrir ce qui est arrivé à Jean-Michel Trognot. Alors, devinez ce que j'ai fait? J'ai en fait commencé à leur envoyer encore plus de questions par email cette semaine. Encore plus de questions parce que je veux aller au fond des choses pour le monde entier. Et récemment, on vous a laissé sur un suspense. D'accord. Et ça devient intéressant. Il y a quelque chose qui m'obsède complètement. Je suis obsédée. Je suis à fond dedans, comme si rien d'autre ne comptait. Mon équipe travaille là-dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Beaucoup d'entre vous ont en fait remarquer, et à juste titre, que lorsque nous vous avons présenté la personne qui ressemble un peu à Jean-Michel Trognot, qui faisait partie de l'expérience de la prison de Stanford, elle est apparue dans un documentaire, cette image de profil, comme « Qui est cette personne ?» Et beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des emails en disant « OK, mais Candace, regarde plus loin » dans ces documents. Et le prisonnier numéro 2093 qui a participé à cette expérience ressemble beaucoup à notre garçon disparu, non? On dirait vraiment Jean-Michel Trognot. Et je dois dire qu'au début, j'estimais la probabilité assez faible, mais j'explore absolument toutes les pistes. Je me suis dit, d'accord, je vais juste faire quelques petites recherches sur ce sujet.
Et il y a quelques éléments que je veux que vous gardiez en tête pendant que je vous explique ce qui s'est passé ensuite. D'accord, tout d'abord, Jean-Michel Trogneau disparaît pendant environ une décennie, même plus d'une décennie. Et nous savons avec certitude qu'il a été impliqué dans plusieurs choses au cours de ces années où il a disparu. Voilà, ce sont des choses que je veux que vous reteniez. Premièrement, Brigitte, l'actuelle première dame, a déjà déclaré qu'elle était aux États-Unis et, je cite, a vécu l'alunissage. D'accord, j'étais là quand Armstrong a marché sur la Lune. D'accord, ça, c'est la NASA. Souvenez-vous de ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous savons que Jean-Michel Trogneau était en école d'ingénieur. C'est de là que provient la photo. Il a été très difficile pour Xavier Poussard de mettre la main dessus. D'accord, donc il y a un aspect lié à l'ingénierie, il y a aussi un aspect NASA. Et enfin, bien sûr, nous savons que Jean-Michel Trogneau a fait partie de l'armée. Militaire, alunissage, NASA et ingénierie. Soyez attentifs maintenant, car ça va devenir intéressant. Donc, nous vous avons parlé de ce message aléatoire, évidemment, que nous avons reçu. Et il y a un sosie de chez MT dans le documentaire. C'était à propos d'une expérience de simulation de prison. Cela s'est passé en 1971 sur le campus de l'Université de Stanford. D'accord, c'était encore cette photo de profil. Et il y a eu 2 ou 3 choses qui ont immédiatement attiré mon attention. Tout d'abord, pourquoi Hulu fait-il un documentaire sur une expérience qui a eu lieu en 1971? Ça ne semble pas un peu aléatoire? Pour moi, c'est un peu aléatoire. Alors, j'ai décidé de creuser un peu ça au départ. Et l'histoire raconte que cette expérience de la prison de Stanford est revenue dans l'actualité parce qu'un homme nommé Thibault Le Texier, il est français, intéressant, s'est soudainement passionné pour cette expérience de prison qui a eu lieu en 1971. Le Texier n'est pas psychologue. Il n'a pas de formation en psychologie. En fait, il n'avait jamais publié de livre avant de publier celui-ci qui, pour une raison quelconque, est devenu très populaire. Il était dans la gestion d'entreprise. C'était son domaine. Il avait publié et rédigé des articles portant sur la gestion d'entreprise. Mais soudain, ce type décroche un contrat pour un livre et il publie un ouvrage pour discréditer cette expérience obscure. Je dirais que si vous êtes français, c'est une expérience obscure qui a eu lieu en 1971. Et je pense qu'il est maintenant important que je vous explique la définition d'un limited hangout. D'accord, cette expression, limited hangout. Essentiellement, un limited hangout se produit lorsque le gouvernement veut empêcher les citoyens de s'intéresser à un incident ou à une affaire en particulier. Ils veulent que les citoyens arrêtent littéralement de poser des questions. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de fabriquer une révélation totale. Voilà, du genre « Oh, je vais en fait vous révéler des choses que vous n'avez jamais sues auparavant. Nous allons tout vous dire. » Et l'idée ici, c'est que le public va penser qu'une personne indépendante, sortie de nulle part, est apparue sur la scène publique et leur révèle tout ce qu'ils ne sont pas censés savoir. Donc, d'une certaine manière, on les invite à partager le secret et oh là là, on entend toutes ces choses. C'est tellement détaillé. Je suppose que moi, en tant que membre du public, je n'ai plus besoin de me pencher moi-même sur cette affaire parce que, heureusement, on a ce type pour le faire à notre place. C'est exactement ce qui s'est passé avec les meurtres de Charles Manson. Souvenez-vous du procureur dans cette affaire, Vincent Bugliosi. Il a écrit le livre officiel Helter Skelter et c'était un best-seller à l'époque. Tout le monde croyait qu'il leur donnait un récit détaillé, inédit, du qui, du quoi, du quand, du où, du pourquoi, du comment, et donc plus personne n'avait besoin de chercher. Ce type savait tout, sauf qu'il a menti, non? Sur presque tout. Et il a fallu que l'auteur et journaliste Tom O'Neill écrive ce livre dont je parle tout le temps, Chaos, sur la CIA et l'histoire secrète des années 60. C'est vraiment un livre puissant. Tout le monde devrait le lire. Et puis, on a appris grâce à son livre que c'était essentiellement une grande mise en scène de la CIA. Nous n'avons toujours pas vraiment de réponse sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Et je ne sais pas si nous aurons un jour ces réponses. Mais nous savons que c'était une grande mise en scène de la CIA. Ils étaient impliqués à tous les niveaux de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et leur objectif était d'ingénier la société américaine sur le plan social. Je suis donc très conscient des opérations de désinformation contrôlées. Je n'accepte jamais que quelqu'un dise qu'il fait un débunkage officiel de quelque chose. J'ai besoin de le débunker moi-même, personnellement.
Bref, ce type, ce Français Thibault Le Texier, l'histoire raconte que, malgré le fait qu'il n'ait aucune formation en psychologie et qu'il n'ait écrit auparavant que sur la gestion d'entreprise, il raconte avoir regardé une conférence TED en 2013 de Philippe Zimbardo, le psychologue de Stanford qui a mené cette expérience. Il dit avoir regardé cette conférence TED et être devenu obsédé par l'expérience. Et au départ, il voulait en faire un court-métrage, mais pendant des années, ça n'a pas vraiment fonctionné. Bref, voici un extrait du récent documentaire de Hulu où il explique comment il s'est retrouvé impliqué dans cette affaire. Écoutez. Au cours des 50 années qui ont suivi l'expérience, personne n'avait mené de recherche aussi approfondie que vous. Oui, c'est parti d'un projet annexe. Je faisais des films à partir d'images d'archives et j'ai découvert l'expérience de la prison de Stanford. J'en avais entendu parler, mais je ne m'y étais jamais vraiment intéressé en profondeur. J'ai décidé de financer un voyage à Stanford pour explorer les archives, car je voulais construire un film à partir de ces archives. D'accord. Il raconte avoir passé une semaine à Stanford à tout examiner en détail. Encore une fois, il s'agit d'une grande démystification. Il dit genre, vous savez, ce n'était pas vraiment l'objectif de cette expérience. Et Philippe Zimbardo a menti. Du coup, on a déjà l'impression qu'il nous dit la vérité droite. Ce qu'il nous dit vrai. Philippe Zimbardo a menti à plusieurs reprises sur la façon dont cette expérience a été mise en place. Et j'ai téléchargé le livre de Latexier et il réitère qu'il a essayé de faire un film, ça n'a pas marché, et puis soudainement, il a changé d'avis et s'est dit, tu sais quoi? Je vais simplement en faire un livre. Et voilà, j'imagine que quelqu'un lui a juste proposé un contrat pour un livre. Sauf que je sais que ce n'est pas comme ça que les contrats d'édition fonctionnent. On ne peut pas simplement être quelqu'un qui travaille dans le management et aller quelque part et dire « Hé, regardez, j'ai cette idée, je vais écrire ce livre. J'ai enquêté sur cette affaire en arrière-plan. Genre, vous savez, donnez-moi juste un contrat d'édition pour un livre. » Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être quelqu'un pour obtenir ce genre de contrat. Peut-être Jordan Peterson, qui dirait « Oh, cette expérience est vraiment importante. J'aimerais vendre un livre. » Et ils disent « Oui, parce que le but de l'éditeur, c'est de gagner de l'argent, non? » Ils veulent gagner de l'argent. Personne ne sait qui vous êtes. Pourquoi parlons-nous de cela en France? Comme l'expérience de Stanford d'il y a 50 ans? Je ne suis pas convaincu par ce récit. On ne le saura jamais, évidemment. Quoi qu'il en soit, Latexier finit par publier ce livre. Il publie ce déboulonnage officiel. Le livre s'intitule « Enquêter sur l'expérience de la prison de Stanford, histoire d'un mensonge ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il publie ce livre en mars 2018. C'est exactement à ce moment-là qu'Emmanuel Macron est investi au palais de l'Élysée aux côtés de Brigitte Macron. Je ne plaisante pas. Donc je me dis, d'accord, un point. C'est intéressant. Comme je vous l'ai dit en parcourant ce livre que j'avais téléchargé, mon intérêt a été encore plus éveillé par sa page de remerciements. Traditionnellement, on est censé remercier dans son livre les personnes qui vous ont aidé à le réaliser, et il le fait, bien sûr. Il remercie les prisonniers qui ont contribué à son enquête. Il remercie les personnes qui ont publié son livre. Il remercie certains des réalisateurs de documentaires, mais il remercie aussi quelqu'un qui a attiré mon attention et qui porte son nom de famille, Le Texier. C'est une femme qui s'appelle Ramonde Le Texier. Et moi, évidemment, je ne peux pas m'occuper de mes affaires, alors je me suis dit, c'est qui ça? C'est ta maman? Genre, c'est qui? Et là, je fais une supposition. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui portent exactement ce nom. Peut-être que c'est un nom très courant, Latexier, en France, mais il semble que Raymond Latexier était l'ancien sénateur en France, un sénateur du Parti socialiste qui a travaillé aux côtés d'Emmanuel Macron. Parce qu'au début, avant de fonder son propre parti sur Mars, il était membre et ministre au sein du Parti socialiste, tu te souviens. Mais encore une fois, cela pourrait être une coïncidence. Peut-être que Ramon Le Texier l'a aidé d'une autre manière. Nous n'en sommes pas sûrs. J'irai lui poser des questions. Mais encore une fois, c'était suffisant pour que je continue à creuser cette histoire. Le documentaire devient alors intéressant, parce que pourquoi Hulu a-t-il choisi ce sujet? Ça semble obscur. Ça semble sans importance. Il ne se passe rien en ce moment qui pousse les gens à revenir sur cette expérience. Donc, non seulement il obtient ce contrat pour un livre, mais ensuite, il y a une jeune femme qui vient le voir et lui dit « Hey, j'aimerais en faire un documentaire.
Et cette personne s'appelle Juliette Eisner. Donc, je me renseigne sur Juliette et elle a donné cette interview où elle dit « Je parle français comme si j'étais française ». Et je me dis « D'accord, quoi? Cette fille américaine est française. Qu'est-ce qui se passe ici? » Et je commence à me renseigner sur elle et c'est curieux qu'elle ait même fait ça. Au fait, le documentaire sur Hulu n'est vraiment pas bon. Et avant ça, la seule fois où elle avait réalisé un documentaire, c'était il y a environ 10 ans. Et il s'appelait Lil Bub and Friends. Et ça parlait de chat sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, j'ai compris que c'était probablement... Tu sais, elle est probablement connectée d'une manière ou d'une autre. J'ai appris que sa mère est très française. Elle vient d'une famille très riche en France. Le nom de famille de sa mère est Courtial, ça s'écrit C-O-U-R-T-I-A-L. Et honnêtement, ça pourrait être une autre coïncidence, mais il y a un gars qui s'appelle Edward Courtial, qui est actuellement sénateur de ce même département, le département de l'Oise, là où la femme Ramon Letexier était sénatrice. Alors je me dis, d'accord. Skylar, Edward Courtial, tu devrais revérifier cette photo pour être sûr que c'est bien lui. Je n'avais pas vu le fond de sa coquille. Il a vieilli. D'accord. Différent. Cela diffère beaucoup de sa page Wikipédia. Voilà. Waouh. Incroyable. On peut vraiment se faire passer pour n'importe qui en utilisant un chat phishing, non? Bref, ça a suffi pour me faire dire « D'accord. » Pourquoi Franz s'intéresse-t-il soudainement à cette expérience? Pourquoi cette fille, Juliette Eisner, s'y intéresse-t-elle soudainement? Comme je l'ai dit, son expérience, c'est les chats d'Instagram. C'était le dernier documentaire qu'elle avait réalisé sur des chats célèbres. C'est du népotisme pur et simple, non? C'est évident, tu as fait ce documentaire et tu as eu ce contrat avec Hulu à cause de tes relations, pas grâce à un quelconque talent. Et je me retrouve coincée là-dedans. Je lis le livre de Latexier et je remarque quelque chose que je qualifierais de très gros mensonge par omission. Latexier décrit les prisonniers dans cette expérience. L'idée, c'est que ce type, Philippe Zimbardo, a simplement passé une annonce dans le journal en disant qu'il cherchait des étudiants, des universitaires, des diplômés, peu importe, pour s'inscrire à cette expérience, puis il les enferme une semaine plus tard dans un sous-sol. Et il conclut qu'après seulement 48 heures, tous les prisonniers sont devenus fous. Et cela prouve que nous sommes intrinsèquement mauvais, n'est-ce pas? Et que les gens feront des choses insensées simplement parce qu'ils sont entourés d'autres personnes qui font des choses insensées. Letexier décrit les prisonniers qui ont été sélectionnés pour cette expérience, d'une manière vraiment étrange. En plus, le documentaire les décrit aussi de cette façon. En gros, ce sont juste des étudiants de la classe moyenne, des anonymes, qui se sont inscrits à cette expérience financée par le Centre de recherche navale. Plus précisément, Latexier écrit ceci, d'accord? Il dit qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les portraits pour comprendre que les participants ne sont pas interchangeables. Ils n'ont rien en commun, n'est-ce pas? Et que les vies qui se croisent dans la prison de Zimbardo suivent des trajectoires distinctes. Chacun a sa sensibilité, sa famille, son passé, ses croyances, ses valeurs, ses études, ses certitudes, ses rêves et son avenir attendu. Certains sont timides et d'autres sont extravertis. Certains ont 18 ans, d'autres en ont 25. Ils n'ont rien en commun, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Je ne sais pas. Mais pour moi, personnellement, j'ai eu l'impression que lorsqu'il a dit qu'il n'était pas nécessaire de multiplier les portraits des prisonniers, j'ai ressenti au contraire le besoin de les multiplier. J'avais besoin d'examiner le passé de tous ces prisonniers. Et ce que j'ai découvert, encore une fois, c'était ce mensonge par omission de la part de l'auteur. Il s'avère que les prisonniers, il a oublié de le mentionner, étaient tous spécifiquement liés à l'ingénierie. Ils étaient aussi très spécifiquement liés à l'armée. Et dans la plupart des cas, étrangement, ils étaient liés à la NASA. NASA, plus ingénierie, plus armée. Et non, ce n'étaient pas juste quelques étudiants au hasard qui flottaient au gré du vent et avaient besoin d'argent, d'accord? Il m'est difficile de souligner à quel point ce récit est malhonnête. Et je vais le faire en vous montrant un extrait de ce documentaire sur Hulu, d'accord? L'un des gardiens s'appelait Chuck Burton. Vous allez le voir à la fin de cet extrait.
Vous trouverez ici la liste complète des participants ou quelques-uns d'entre eux décrivant leur parcours et les raisons de leur inscription. Écoutez ce documentaire avant que je vous révèle qui est réellement Chuck Burton. Écoutez. J'ai vu une annonce dans le journal qui disait qu'il menait une expérience en prison et qu'il payait 15 $ par jour. Ce n'était pas si mal pour un travail payé au salaire minimum. C'était 15 $ par jour, 3 repas, un toit et un lit rembourré. Et j'ai pensé, je viens d'arriver. Et ça me semblait bien. Je n'avais pas d'argent. Ça me semble bien. Je n'avais pas d'argent, a dit Chuck Burton. Ailleurs, il explique qu'il était simplement en train de voyager avec son sac à dos, vous savez, comme un autostoppeur. Et parfois, il faisait un peu de comptabilité. Avons-nous cet extrait où il parle de son comptable, Skylar? D'accord. Eh bien, il en parle parce que nous avons regardé le documentaire sur la façon dont, quand il n'avait plus d'argent pendant qu'il voyageait avec son sac à dos, il faisait alors, vous savez, un peu de comptabilité. Pour gagner un peu d'argent, puis il repartait en vadrouille. Vous voyez, juste un gars ordinaire qui avait besoin de cash. La vérité, c'est que Chuck Burton est un descendant des Rothschild. Quoi? Vous plaisantez, j'espère? Son père était Otto Herstatt, de la banque Herstatt. Sa mère était née en Allemagne, une descendante des Rothschild. Et la raison pour laquelle il voyage autant, c'est exactement comme l'explique sa mère. C'est ce qu'il faisait parce qu'il possédait des vergers et une richesse incroyable, comme on peut s'y attendre de la part des descendants des Rothschild. Je veux dire, littéralement, Otto Herstatt possédait en partie Sears. Comme Sears, l'entreprise qui était tellement énorme. C'est fou que cette personne se présente comme quelqu'un qui était fauché à l'université. Mais il y a encore plus. Ce n'est pas seulement lui. Je veux que tu regardes le tableau que j'ai préparé. Encore une fois, j'étais curieux de voir, d'accord, une fois que j'ai vu le schéma émerger autour de l'ingénierie, de la NASA et de l'affiliation militaire, et je ne parle pas du genre « Oh, mon père a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale ». Je parle vraiment du sommet de la hiérarchie militaire. D'accord, des gens qui naturellement auraient dû, si on essayait de faire de cette expérience une vraie expérience, la première chose que l'Atexia aurait dû réfuter, c'est l'idée que les résultats comptait parce que, eh bien, si c'est financé par l'armée et que tu choisis un tas d'enfants de militaires aisés, il se pourrait que les résultats soient un peu biaisés, c'est ce que je dirais. Il se pourrait qu'il n'y ait aucun contrôle dans cette expérience. Vous savez, Doug Corpy, son père était Peter Corpa, qui était le responsable de l'énergie nucléaire et de l'énergie atomique chez Bechtel, à la Bechtel Corp, la société militaire. Son père était aussi membre de la Société nationale des ingénieurs professionnels. Il s'avère que Clay Ramsey était un marine qui travaillait plus précisément sur un navire marchand, ce que nous essayons d'approfondir car le nom de famille Ramsey est très répandu. Je vais aller au fond des choses. Voici Richard Yako. Son père était Samuel Yako. Sam Yako était aux États-Unis. Marine. Hey Yamo! Il a effectué des recherches navales et a travaillé pour la NASA. Son père était ingénieur à la NASA. Richard a produit et réalisé des publicités pour la NASA. Glenn G., le nom de famille, était beaucoup trop courant, mais nous savions au moins qu'il avait été diplômé de l'Université de Stanford en génie chimique 1 an avant cette expérience. Je parierais que, qui que soit son père, il avait un lien avec la NASA. Paul Baran a travaillé pour Halliburton, Nous sommes encore en train de le confirmer, mais il est probable que son père soit aussi Paul Baran, l'ingénieur électricien qui a travaillé pour la Rand Corporation. Stuart Levin a travaillé pour Halliburton dans la division Energy Services et pour Standard Oil en tant que géophysicien. Il a également été diplômé de Stanford. Nous essayons de confirmer car Levin est un nom de famille très courant. Qui était exactement son père? Nous avons une idée. Le père de Jim Roney est le capitaine James Roney, de la base aéronavale de Moffat. Oh, cela pourrait-il constituer un conflit si la marine finance cette expérience et que le fils du capitaine James Roney de la base aéronavale de Moffat participe aux résultats de cette expérience? Son père était également le commandant du navire qui a récupéré Apollo 8. Encore une fois, cette étrange histoire avec la NASA. Son père était un officier de la marine et ingénieur aéronautique qui était le directeur des sciences et de l'ingénierie à l'Académie navale. Conflit d'intérêts, non? Nous travaillons toujours sur ce tableau, Skylar.
Si tu pouvais faire défiler ici, nous avons David Eshelman, parce que nous avions les gardiens ici. Le père de David Eshelman travaillait comme technicien électricien dans la marine. Et ensuite, son père est allé travailler pour la NASA. Son père a travaillé pour la NASA sur toutes les missions Apollo. Il était professeur à Stanford au moment de l'expérience et il a fondé le département d'astronomie radar de Stanford. Il était également ingénieur et supervisait des expériences radio entre l'antenne parabolique de Stanford et les sondes spatiales Pioneer 6 à 9. John Mark, nous sommes encore en train de nous renseigner, évidemment un nom de famille courant. Mais il a travaillé pour Kaiser Permanent et a été diplômé de l'Université de Stanford. Et son père était professeur à l'Université de Stanford. Nous savons aussi que John Mark a passé 1 an en France avant cette expérience. Donc c'est intéressant. Carl von Orsdal, son père est William von Orsdal, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale comme garde-côte à Okinawa, puis a travaillé pour Lockheed. Aujourd'hui, c'est Lockheed Martin, mais à l'époque, c'était Lockheed. Pour le reste de sa carrière, et son père, bien sûr, a travaillé dans l'industrie aérospatiale pour Hughes Aircraft, parce que, comme je l'ai dit, il y avait ce curieux thème de la NASA qui revenait. Je vous ai parlé de Chuck. C'est fou qu'il se soit présenté comme quelqu'un de fauché. Complètement dingue. On continue toujours à passer en revue ses gardes. Craig Haney était dans l'armée de l'air. Son père était Alan Haney, un marine à bord de l'USS Iowa. Il a transporté FDR en Algérie. Nous pensons que c'était la mission sur laquelle il était. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il pour que nous abordions ces thèmes dans cette expérience, des thèmes que les Français cherchent justement à déconstruire en ce moment? Circuler, il n'y a rien à voir ici. Nous avons tout examiné. Voici autre chose. Prêt? Curieusement, le seul prisonnier dont l'identité n'a pas été révélée est le prisonnier numéro 2, 093. C'est le seul prisonnier dont nous ignorons l'identité. Nous n'avons aucune idée du nom de cette personne. Cette personne a reçu 2 pseudonymes différents. D'abord Tom Thompson, puis Tom Williams. J'ai besoin de savoir qui est cet individu. Nous pouvons en fait vous montrer un extrait de cette personne, Skyler, issu des archives de Stanford disponibles en ligne. Regardez ceci, c'est très granuleux. Voici votre 2093, tu peux être la fiancée de Frankenstein. Restez ici. Viens par là. Le jouet? Pritchard, are you there? Tu devrais le mettre en scène. Tu seras la fiancée de Frankenstein et Frankenstein. Je veux que tu t'approches comme Frankenstein et dis que tu aimes 2093. Laissez notre Frankenstein marcher. Marchez comme Frankenstein. Nous vous demandons de marcher comme vous le faites. Je t'aime 2093. Oui, bien sûr. Approche-toi. Je t'aime 293. Je t'aime 293. Tu souris 293. Viens ici et fais 10 pompes. 2, 3. Faux et gai. Toute l'expérience, je te le dis, plus j'en lis à ce sujet, plus je trouve ça complètement fou. Qu'ils aient été autorisés à faire ça. Et pour une raison quelconque, ils s'accrochent à ce prisonnier 2093. Nous ne pouvons rien vous dire à son sujet. Nous invoquons la confidentialité. Mais pour tous les autres prisonniers, on peut tout vous dire, sauf pour 2093. Je dois savoir qui c'est. Et vous, je suis désolée de vous dire ça. Ce n'est pas seulement l'expérience qui est fausse et gaie. L'alunissage aussi. Vous n'êtes peut-être pas prêts pour ça. Je suis désolée, les gars. Tout ça n'est qu'une grande pièce de théâtre, et il y a des raisons pour que ces mises en scène soient faites à une telle échelle. Mais quand je pense au théâtre, à l'armée, à l'ingénierie et à la NASA, je sais que je ne pourrai pas me reposer tant que je n'aurai pas découvert qui est ce prisonnier. Peut-être qu'on découvrira que ce n'est pas Jean-Michel Trognot. Je serais ravie d'apprendre que ce n'est pas lui. Mais je pense qu'on sait que Brigitte était là en 1969. Et oui, ça devient juste très, très intéressant. Je suis comme un chien avec un os. Je ne lâcherai pas l'affaire.
Nous ne pouvons pas nous reposer tant que nous n'aurons pas plus de réponses. Bon, en fait, on peut faire une courte pause maintenant pour que je lise quelques publicités, mais après ça, absolument aucun repos. Avant tout, je vous rappelle Goldco. D'après les rapports, le président de la Fed, Jerome Powell, vient d'alimenter les espoirs d'une baisse des taux. Et bien sûr, le prix de l'or a augmenté. Au fil des années, nous avons tous connu des moments difficiles. Inflation, dette en hausse, marché volatile, guerre sans fin. L'or, c'est concret et tangible. Et il a conservé sa valeur pendant des milliers d'années. Contrairement à la bourse ou à la monnaie, l'or ne disparaît pas quand les politiciens prennent de mauvaises décisions, ce qui, soyons honnêtes, arrive très souvent de nos jours, et c'est exactement pour cela que je me suis associé à l'entreprise primée Goldco. Ils vendent des métaux précieux comme l'or et l'argent, et ils font un travail remarquable. Si l'inflation ou les dépenses vous inquiètent, ou si vous voulez être serein, faites confiance à Goldco. Voici comment faire. Visitez CandiceLikesGold.com pour obtenir gratuitement votre kit or et argent 2025. Découvrez comment obtenir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir aujourd'hui. Appelez le 850-5815-GOLD ou rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. Je vous rappelle aussi Dose parce que les matins chez moi, ce n'est vraiment pas de tout repos. 4 enfants, beaucoup à gérer, mais j'essaie d'être présente et de donner le meilleur. Je commence ma journée avec Dose, une boutique bien-être tout en un qui soutient la santé intestinale, l'immunité et l'énergie. Et tout ce qui compte vraiment quand on n'a pas le temps de ralentir. Et soyons honnêtes, quand on a une grande famille très occupée, ralentir n'est vraiment pas une option. Ça me prend 5 secondes le matin et je ressens la différence. Leur best-seller, Dose for Your Liver, est formulé pour nettoyer votre foie, faciliter la digestion et maintenir le filtre naturel de votre corps. Les résultats cliniques de Dose ont montré une diminution des niveaux d'enzymes hépatiques de 50% chez la plupart de leurs participants. Une dose de Dose for Your Liver équivaut à 17 shots de jus de curcuma. Dose est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre et vegan. Restez fidèle à Dose et vous verrez des bienfaits avec le temps. Plus d'énergie, meilleure digestion, moins de ballonnement, fonction enzymatique plus saine, moins de brouillard cérébral et meilleur sommeil. En ce moment, économisez 30% sur votre premier mois sur dosedaily.co/Candice ou avec le code Candice au paiement. C'est dosedaily.co/Candice ou avec le code Candice pour 30% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Je veux aussi vous parler de Paleo Valley, car mon équipe et moi aimons leurs bâtonnets de bœuf, surtout ceux de mes amis chez Paleo Valley. Ils fabriquent leurs bâtonnets avec du bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices pour que vous puissiez être sûr de ce que vous mangez et soutenez. Éliminez le mauvais. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de gluten, ni de soja, pas de sucre, produits laitiers ou OGM. Source d'énergie propre et riche en nutriments, comme la nourriture devrait l'être. Que vous partiez en road trip, travaillez tard ou couriez avec les enfants, ces bâtonnets offrent une énergie riche en protéines, sans coup de fatigue. Que vous soyez keto, paléo ou carnivore, peu importe. Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie, pas l'inverse. Ils sont disponibles en plusieurs saveurs, original, jalapeno, saucisse d'été, bacon érable et teriyaki. Il y en a donc vraiment pour tous les goûts. Avec plus de 55 millions de bâtonnets de bœuf vendus, Paleo Valley est une marque de confiance, soutenue par une garantie de remboursement de 60 jours. En ce moment, vous avez 20% de réduction sur votre première commande en visitant paleovalley.com/Candice avec le code Candice. C'est paleovalley.com/Candice, code promo Candice. Voici où nous en sommes. Nous avons besoin de l'énergie Cracker Barrel. D'accord, c'est le nouveau terme. C'est la nouvelle tendance. Cracker Barrel Energy dans le monde entier. Envoyez vos infos à tipsycandiceowens.com. Tu étais à Stanford. Tu as vu quelque chose. Et d'ailleurs, il y a des personnes diplômées de Stanford qui me racontent certaines choses. Je vais les partager. Mais d'abord, pour mon public à l'étranger qui ne comprend pas vraiment ce que je veux dire par Cracker Barrel Energy, je vais très rapidement vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, il y a une chaîne de restaurants qui s'appelle Cracker Barrel. Elle existe depuis 1969. Elle a en fait été fondée ici même, dans le grand État du Tennessee. Je dirais qu'elle a été fondée à Lebanon, dans le Tennessee. Savannah me corrigerait et me dirait « c'est Lebanon ». C'est Lebanon, Tennessee. Donc il y a matière à débat là-dessus. Bref, c'est ici, dans le sud des États-Unis. Et récemment, leur siège social a annoncé qu'ils allaient devenir un peu plus woke. Ils allaient retirer certains plats du menu qui semblaient, je suppose, un peu trop typiques du Sud.
et ils allaient changer l'intérieur du magasin en rendant tout très clinique. En plus, ils allaient changer le logo. D'accord. Le logo ici à gauche, c'est le logo de Cracker Barrel qui existait depuis toujours, depuis 1969. Vous pouvez voir qu'il y a un vieil homme, un tonneau et un cracker. À droite, c'est ce que la direction a dit qu'ils allaient faire. La direction a dit « on va se débarrasser de tout ça. Il n'y aura plus d'êtres humains. » Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les Blancs se sont révoltés. J'étais sur Instagram, mort de rire, en train de savourer, d'applaudir. Ils ne voulaient rien lâcher. Ils ont dit « oh non, 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 non. Remettez ce vieil homme ou alors on ne viendra plus jamais chez Cracker Barrel. » OK, et même des célébrités s'en sont mêlées. Britney Aldean et Jason Aldean, le chanteur country, ils ont posté sur Instagram. Je ne sais pas si on a une photo de ça. Britney a écrit « J'adore cette fille. Petit déjeuner en amoureux ce matin. On serait bien allé chez Cracker Barrel, mais vous agissez n'importe comment. Elle ne plaisantait pas. Non, elle vient d'Alabama. » Et comme je l'ai dit, ils s'en fichaient. Le Sud a dit « On ne bouge pas. C'est fini. » D'accord. Le résultat, c'est que leurs ventes ont complètement chuté. D'accord. Je crois qu'ils ont perdu quelque chose comme 100 millions de dollars. C'était fou. En une semaine, c'est comme si 100 millions de dollars avaient disparu du marché. Et ils ont cédé. Cracker Barrel a dit « D'accord, on a fait une erreur. Nous allons remettre l'ancien logo. » Ils ont écrit ça sur Instagram. « Nous remercions nos clients d'avoir partagé vos voix et votre amour pour Cracker Barrel. Nous avions dit que nous écouterions et nous l'avons fait. Notre nouveau logo va disparaître et notre old-timer restera chez Cracker Barrel. Ça a toujours été et ça restera toujours une question de servir de la bonne nourriture, blablabla. Bon, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est vraiment important. Ce n'était pas quelque chose d'obscur et cela fait partie d'une conversation plus large. Que vous me verrez d'ailleurs avoir demain à propos de ce qu'ils font. C'est une attaque spirituelle contre l'idée d'ascendance. Rien ne peut être ancien. Tout doit être nouveau. Ils veulent que tout le monde se ressemble. Il n'y aura plus aucune personnalité dans quoi que ce soit. Ils vont nous transformer en robots d'IA. C'est en fait l'objectif explicite. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. En fait, si vous regardez ce podcast, vous vous en rendez probablement compte. Mais ils ne veulent jamais que vous pensiez avoir une ascendance. Même la façon dont ils construisent les maisons, c'est laid. Tout est laid. Et il y a une raison à cela. Ils ne veulent pas que vous pensiez que des structures ont existé. Ils veulent que vous pensiez que vous flottez au gré du vent et que rien n'importe. Votre famille n'importe pas. L'ascendance importe peu. Hier est passé. Nous vivons dans un éternel présent. Et donc, il était en fait important que des gens se lèvent et disent « Vous savez quoi? Ça fait 1 an. » D'accord, ça fait en fait 1 an de conneries. Nous ne nous sommes pas du tout remis et nous n'abandonnerons pas. Les dossiers Jeffrey Epstein, vous êtes en train de nous manipuler. Nous vous détestons, gouvernement. Nous ne sommes pas stupides. Nous comprenons que vous, les élites, êtes en train de créer cette plantation de conformité. Nous comprenons que vous rendez nos enfants idiots intentionnellement. Personne ne félicite. Or, on se débarrasse des cours AP. Il n'y aura plus de classe d'honneur. Plus de notes aux examens. Nous n'allons même plus suivre à quel point nous rendons vos enfants idiots. Nous sommes conscients, nous sommes au courant de ce que vous faites et à quel point vous nous détestez. Et nous voulons que vous sachiez que nous vous détestons en retour, d'accord? Nous vous détestons en retour. Nous allons garder la même énergie et vous dire que vous n'aurez pas notre clientèle et que vous ne nous effacerez pas. Et bien sûr, il y a toujours eu cette cible. Ils veulent que tout le monde croie que tout peut être multiculturel et que vous ne devriez pas y penser et vous revenez. Et que vous êtes raciste si vous voulez voir un vieux blanc ou quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment applaudi le fait que les Blancs aient dit non et qu'ils aient forcé les entreprises à plier le genou. Et nous devons tous garder cette énergie quand le moment viendra. Nous devons rester concentrés et simplement dire que nous n'allons pas tolérer cela. C'est non pour nous tous. Nous sommes conscients que des pervers dirigent le monde. C'est la réalité. D'accord, c'est la réalité. Des pervers dirigent le monde. Et nous n'allons pas laisser passer ça. Je veux maintenant vous montrer à quel point je ne laisse jamais rien passer. Je suis toujours obsédée par cette expérience de Stanford. Une autre piste intéressante est venue d'un étudiant de Stanford. Ils ont dit « Hey, je ne sais pas si tu es au courant, mais en tant qu'ancien étudiant de Stanford, je savais que nous pouvions accéder aux archives de presse pour voir ce qui avait été publié dans le journal de Stanford à l'époque dans les années 70. » Et encore une fois, cela ne veut peut-être rien dire, mais je vais tout vérifier et tout démystifier.
Ce qu'ils ont trouvé dans les archives, c'est qu'il y avait un étudiant diplômé nommé Jean-Michel qui était membre du Club français et aussi de Bechtel, comme l'Institut militaire. Et je vais vous lire ce qu'ils ont trouvé dans les archives de Stanford. Encore une fois, cela date des années 70. Vous pouvez voir qu'il parle des festivités du 14 juillet. Et il mentionne Jean-Michel, un étudiant de la Graduate School of Business originaire de France, a enthousiasmé le public avec des airs populaires de Georges Brassens, l'un des chanteurs de folk français les plus célèbres. D'accord, donc nous avons un Jean-Michel qui était étudiant en cycle supérieur et qui se produit sur le quad. Et il est également mentionné dans un autre extrait des archives de Stanford. Je ne sais pas si tu as ça. Je veux dire, le journal des archives de Stanford. Il est écrit « Association des étudiants français, Bechtel International Center ». Là encore, c'est comme le corps militaire de Bechtel. Et l'idole. Jean-Michel chantera tous les plus grands succès de George Bronson. Il semblerait que Jean-Michel, cet étudiant diplômé, s'intéressait un peu au théâtre. Donc ça m'intéresse. Cela m'intéresse car nous avons consulté les registres de remise des diplômes. Vous savez, on peut voir qui a obtenu son diplôme et on n'a trouvé aucun Jean-Michel diplômé de l'Université de Stanford. Peut-être qu'il a abandonné ses études, je ne sais pas. Mais nous devons le dire clairement. Au cas où vous trouveriez quelque chose que nous n'avons pas vu, peut-être avez-vous vu Jean-Michel se produire sur la place pour la fête nationale française. Peut-être y étiez-vous et y êtes-vous allé, je m'en souviens bien, Jean-Michel. Je vais vous envoyer un lien. Veuillez nous envoyer un courriel. Veuillez nous envoyer par courriel tout ce que vous pourrez trouver. Conseils sur CandaceOwens.com. Retrouvez tous nos conseils sur CandaceOwens.com. Nous allons tous résoudre cette affaire. Et Tim Dillon, l'humoriste. L'humoriste américain qui a été inutilement cité dans ce procès comprend l'importance de résoudre cette affaire. Il comprend que nous sommes tous impliqués dans cette histoire, dans un passage plutôt hilarant où il parle de sa mention honorable. Voici ce qu'il avait à dire. Écoutez bien. La femme du président de la France poursuit Candace Owens, qui a dit qu'elle était un homme. Et je suis mentionné dans ce procès. Et c'est en fait... Parce que quand on commence ce métier, on ne sait pas où ça va nous mener. Je ne savais pas où ça allait me mener quand j'ai commencé. Et c'est ce que je dirais à tous les jeunes qui avancent sur un chemin incertain jusqu'à ce moment de leur vie où ils réalisent que tout cela en valait vraiment la peine. Beaucoup de gens se demandent, suis-je sur la bonne voie? Est-ce que les sacrifices en valent la peine? Et la réponse est oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis assis devant vous, cité dans un procès, la femme du président de la France a peut-être ou non un « Nous allons tous au tribunal ». Pour éclaircir tout ça, nous allons au tribunal. Nous allons découvrir si la femme du président de la France a un... On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Et je suis mentionné dans ce procès parce que j'ai contribué à faire avancer la conversation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de spécial. Est-ce un gros film qui ne peut pas savoir? Mais quoi? Quoi? Non. Qui fait ça? Ce que nous faisons, c'est faire progresser un dialogue important sur cette terre. L'épouse du président français a-t-elle un ou non? Je dois faire prêter serment à Tim Dillon. Évidemment, cela doit arriver. Nous devons le faire pour la culture. Nous devons lui poser des questions claires sur pourquoi il m'a invité dans son podcast, ce qu'il sait. Peut-être travaillait-il avec Vladimir Poutine. Bien sûr, il pourrait y avoir un angle russe là-dedans. Tim Dillon a l'air d'être peut-être ami avec Vladimir Poutine. Je pense que c'est objectif et ça va devenir amusant. Et je suis vraiment très excitée parce que j'ai le pouvoir d'assignation à comparaître. Tu vois, ça veut dire que la raison pour laquelle tu peux... Et tu n'as pas le droit de dire pour des raisons de confidentialité. On ne va pas te dire qui est le prisonnier 2093. S'il y a quelque chose d'exculpatoire ici, tu dois me le donner. Je suis désolé, Stanford. Je suis impatient de découvrir qui est le prisonnier 2093 et on sait tous où ça va mener d'ailleurs. Ce n'est pas seulement Tim Dillon, c'est aussi Cardi B. Cardi B, la rappeuse. Vous avez peut-être vu ce clip circuler. C'est hilarant.
En fait, on n'a même pas vraiment besoin du contexte approprié. D'accord. Cardi B, la rappeuse, a dû témoigner récemment dans une affaire judiciaire intentée contre elle. Et j'écoute ce qu'elle dit pendant qu'on l'interroge sur certaines choses. Et je me suis rendu compte que ça pourrait en fait être moi en train de répondre à des questions sur la façon dont je me suis retrouvée impliquée dans l'affaire Brigitte McCrode. Lançons la vidéo. Je ne pense pas que j'étais vraiment très en colère. J'étais plutôt très inquiète. Très inquiète. Moi aussi. Et pourquoi? Étiez-vous inquiète? Parce que je suis enceinte et que cette fille est sur le point de me casser la figure. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis là. Vous avez dit qu'elle était plus grande que vous? C'est bien ça? Absolument. Comment le savez-vous? Je veux dire, regardez. Je cherche, je ne suis pas d'accord. Sur quoi vous basez-vous? Vous dites qu'elle est plus grande physiquement. Elle est plus grande? Je veux dire, vous avez son dossier médical? Droite? Je n'ai rien. Je veux vous poser la question. Je veux dire, j'étais 130. Livre à cette époque en surpoids, à votre avis? Objection, Your Honor, if I may. C'est un... Petit A, vous n'êtes pas obligé de répondre à cela. D'accord. Écoutez, quand on me demandera comment je me suis retrouvée impliquée, je dirais « Écoutez, j'étais enceinte ». J'étais, je dirais, un peu préoccupée par cette histoire d'une fille de 14 ans et d'un professeur de 40 ans. Et puis, quand ils demanderont « Comment sais-tu que c'est un homme ?» je vais dire « Vous savez, ouvrez les yeux. » Évidemment, il se passe quelque chose. Bref, ça va être génial, ça va être fantastique. Bienvenue en Amérique. C'est une culture que tu ne comprends pas. D'accord, tu ne fais qu'attiser notre curiosité. C'est l'énergie Cracker Barrel. On ne va pas lâcher celle-là. On vous voit, les pervers. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour qu'on commence à décortiquer la nouvelle série Becoming Brigitte. On est enfin prêt à le faire, d'accord? Prenons une autre petite pause rapidement ici. Et ensuite, je vais vous dire où j'étais et pourquoi j'ai dû prendre un peu de temps. Pour moi. D'abord, quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes vanté de votre opérateur mobile? Par exemple, saviez-vous que mon opérateur mobile a offert 1000 drapeaux américains à des vétérans méritants, a effacé 10 millions de dollars de dettes de vétérans et a aussi récolté près d'un demi-million de dollars pour prévenir le suicide chez les vétérans? En d'autres termes, quand votre opérateur mobile est Pure Talk, il y a vraiment de quoi se vanter. Vous pouvez même vous vanter de la couverture offerte par Pure Talk. C'est un réseau 5G rapide, fiable, sécurisé et vous pouvez vraiment vous vanter de tout l'argent économisé avec Pure Talk. Appels et SMS illimités, beaucoup de données pour seulement 25 $ par mois, permettant à une famille moyenne d'économiser plus de 1000 $ par an. Passez à Pure Talk. Rendez-vous sur puretalk.com Owens et économisez 50% sur votre premier mois. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens pour changer aujourd'hui. Je rappelle aussi 7 Weeks Coffee, puisque vous buvez déjà du café, autant faire une bonne action. C'est la marque de café Pro-Vie d'Amérique qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Ils viennent d'atteindre 1 million de dollars donnés au mouvement Pro-Vie. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks Coffee? Parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. C'est à ce moment qu'un battement de cœur est détecté à l'échographie. Il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, offrant des échographies vitales, des ressources pour les mamans dans le besoin et un espoir pour les familles. Tout a commencé avec une idée simple. Utilisez votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, un café exceptionnel. Sans moisissures, sans pesticides, cultivé à l'ombre, faible acidité, bio, il coche toutes les cases. Vous pouvez aller sur 7weekscoffee.com et vous économiserez 15% à vie si vous vous abonnez. En plus, vous recevrez un cadeau gratuit. Pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice au paiement, vous aurez 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas, votre commande servira directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com avec le code promo Candice aujourd'hui. Je vous rappelle American Financing. Si vous vivez à crédit pour payer courses, essence et factures, vous savez que ces taux d'intérêt sont brutaux. Pourquoi payer 20% ou plus aux banques alors que vous pourriez appeler mes amis chez American Financing? Leurs taux hypothécaires sont dans les 5%. Et ils montrent chaque jour comment garder plus de leur argent dans leur poche au lieu de le donner aux sociétés de cartes de crédit.
American Financing aide les propriétaires à économiser 800 $ par mois en utilisant la valeur de leur maison pour payer leurs dettes. Et il n'y a pas de frais initiaux, aucune obligation. Un appel de 10 minutes avec un conseiller hypothécaire salarié. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez retarder 2 paiements hypothécaires, mettant plus d'argent dans vos mains immédiatement. Alors n'attendez pas. Appelez American Financing dès maintenant. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net Owens. Bon, où en étais-je maintenant? Je tiens à être extrêmement honnête avec vous sur tout ce qui se passe dans ma vie, autant que je peux vous le dire. Et puis, il y a cette idée plus générale que, vous savez, vous emmenez vos enfants à l'école, vous les ramenez à l'école, vous les déposez. Et de nombreuses mamans publient des photos d'elles-mêmes et expriment à quel point cela les bouleverse de le faire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très réel, la première fois que vous déposez vos enfants à l'école. Et la fusillade dans l'école catholique qui a eu lieu la semaine dernière, encore une fois, nous avons eu un autre tireur trans. Cela m'a vraiment touchée. Je l'ai ressenti de très près, évidemment, en tant que catholique. Également, au Tennessee, nous avons eu la fusillade trans qui a eu lieu à Nashville, qui était à seulement quelques pâtés de maison de chez moi. Et donc, ça commence vraiment à donner l'impression que ça se rapproche de chez moi. Et jour après jour, je couvre ce qui se passe, vous savez, dans les parties sombres du monde. Vous savez, on parle d'Epstein, on parle d'Emmanuel Macron, de ce qui lui est arrivé, on parle des pervers maléfiques dans ce monde. Et ce genre de moment, je dirais, bouleversant, où notre gouvernement nous a regardés et a essayé de nous manipuler à propos de quelqu'un comme Epstein, quelqu'un qui a admis les faits qu'il abusait sexuellement de mineurs. Je veux dire, réfléchissez à quel point c'est fou que notre gouvernement dise simplement « peu importe, circulez ». Cela montre que les pervers sont aux commandes. Et quand on lit ce genre de choses jour après jour, comme je le fais, et qu'on comprend à quel point notre gouvernement est vicieux, violent, intentionnel, malhonnête, et qu'on n'est pas sûr que tout le monde en soit conscient, cela peut vraiment être accablant. Je me suis sentie très submergée par cette fusillade, et j'avais juste besoin de prendre une petite pause et de sentir que je faisais tout pour garantir que mes enfants allaient bien. Et c'était l'une de ces conversations stupéfiantes où je parlais à quelqu'un de l'école. J'ai toujours eu l'intention de faire l'école à la maison, mais vous savez, il y a tous ces programmes pendant la journée pour les tout petits. Et je parlais à quelqu'un de l'école à propos des protocoles de sécurité. Et j'ai eu ce moment où il vous regarde un peu comme si, vous savez, ce que nous faisons pour la sécurité, ce n'est pas vraiment vos affaires. Et ce sont un peu nos enfants. Vous savez, quand vous ressentez ça de la part d'une école, vous vous demandez un peu « Attends, c'est mon enfant ou c'est le tien? » Et je ne veux pas céder à ça. Je ne veux pas accepter que la façon dont nous faisons les choses soit acceptable. Il a fallu des radicaux au gouvernement pour créer en quelque sorte cette plantation virtuelle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. C'étaient des radicaux, il n'y a aucun doute. Et beaucoup d'entre eux étaient des enfants du théâtre des manifestants, jouant des rôles pour donner plus de pouvoir au gouvernement. Et on le voit à propos de ce tireur. Je crois que j'ai publié quelque chose et je me dis, les gars, regardez MK Ultra. Chaque tireur est exactement comme le précédent, d'accord? Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes démocrate ou républicain. Il faut juste se réveiller et reconnaître que c'est littéralement nous contre eux. Leur idée, c'est de réduire la plantation pour qu'il y ait moins d'esclaves. Ils vont utiliser des mouvements comme celui de Gloria Steinem, le féminisme, tu sais, prendre la pilule, aller travailler comme les hommes. Et puis tu découvres que cette femme était une agente de la CIA et qu'elle était financée par la CIA. Ils utiliseront des mouvements pour te pousser à accepter de faire des choses qui, au final, te nuisent. Et d'ailleurs, je ne blâme pas les gens qui découvrent ça parce que j'ai été à leur place aussi. Nous sommes tous passés par le même système scolaire public. Nous apprenons tous ensemble à quel point le système est malveillant et à quel point, encore une fois, ce système a été conçu intentionnellement pour nous, cette matrice qu'ils ont créée. Mais je pense que c'est le moment pour nous d'être tout aussi radicaux en disant, tu sais quoi, tout ce que le gouvernement a fait est en réalité inacceptable. Rien de tout cela n'a de sens. Pourquoi me dites-vous que si je ne mets pas mes enfants à l'école, je peux aller en prison? Mais aussi, il n'y a aucune explication sur pourquoi les enfants deviennent de plus en plus stupides depuis la création du ministère de l'Éducation, du système éducatif
fédéral. Tu lis des livres comme « J'ai lu Thomas Sowell sur le système éducatif américain et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Il a vraiment été calqué sur le modèle soviétique où l'on va essentiellement programmer tes enfants, où l'on veut que tes enfants soient ouvertement sexualisés et où l'on veut aussi que tes enfants te détestent. » Et donc, tout cela tournait dans ma tête et j'ai ressenti le besoin de faire une pause et de sentir que je m'engageais encore plus loin. Dans tous les aspects de ma vie, pour montrer l'exemple aux gens que nous ne devrions pas accepter la situation telle qu'elle est. On ne devrait absolument pas accepter la situation telle qu'elle est. Et je voulais aussi simplement m'assurer que mes enfants allaient bien, tu vois. J'avais vraiment besoin de réfléchir. Est-ce que mes enfants vont bien? Est-ce que je fais tout ce que je peux pour m'assurer qu'ils sont en sécurité? Et j'avais juste besoin de faire une pause, tu vois? Et en plus de ça, je suis vraiment tombée malade. C'est pour ça que vous pouvez un peu l'entendre dans ma voix. Donc c'était un moment où je me sentais spirituellement malade à cause de ce qui se passait dans le monde, mais j'étais aussi malade physiquement. Et je ne veux jamais venir sur cette plateforme pour désespérer. Tu sais, je ne veux jamais que quelqu'un ait l'impression qu'on ne peut pas faire la différence. En réalité, on le peut. Il y a eu de très bonnes nouvelles en provenance de Floride. Je crois qu'ils envisagent de supprimer toutes les obligations vaccinales pour les enfants. Et oui, c'est une victoire. Mais je veux que vous sachiez que c'est une victoire parce que les parents disent non au vaccin. Comme si les parents disaient « Pourquoi n'avez-vous pas aussi accès à l'esprit de mon enfant? Mais vous pouvez accéder arbitrairement au corps de mes enfants simplement parce que vous êtes le gouvernement. » Et d'une certaine manière, nous avons accepté cela et c'est devenu normal. Ça n'a aucun sens. Le gouvernement craint surtout ce qui arrive. Beaucoup de parents font l'école à la maison et disent « Non, nous ne le ferons pas. Nous ne voulons pas finir comme en Allemagne où ce n'est pas permis de faire l'école à la maison. » J'ai reçu un email de quelqu'un disant qu'en Allemagne, il est littéralement interdit de faire l'école à la maison, ce qui signifie que cette prison est permanente en Allemagne. Ils peuvent simplement vous arrêter si vous essayez de faire l'école à la maison à vos enfants. Nous avons donc une courte fenêtre pour nous assurer de ne pas finir comme ça, n'est-ce pas? Pour que nous ne finissions pas comme l'Allemagne, sans liberté d'expression. Vous pouvez aller en prison pour avoir remis en question le récit de la Seconde Guerre mondiale. Vous devez aussi remettre vos enfants et le corps de vos enfants au gouvernement et à l'État. Nous devons être la génération de parents radicaux qui défait tout ce que le gouvernement a fait, surtout depuis les années 60. Je pense qu'ils étaient vraiment en train de célébrer leur victoire dans les années 60 et 70. Et une partie de cela passe simplement par une véritable éducation, une vraie éducation, et le fait d'être présent pour dire à nos enfants ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Être vigilant, ne pas les laisser nous manipuler pour nous faire croire que nous n'avons pas le droit de poser des questions sur nos enfants, sur ce qu'ils apprennent ou sur quoi que ce soit d'autre. Sur les mesures de sécurité qui sont mises en place lorsqu'ils embauchent des personnes. Comment un Jeffrey Epstein peut-il entrer dans une école privée sans aucune expérience dans l'enseignement et en étant un pervers notoire? C'est vraiment effrayant à imaginer. Donc oui, je voulais juste faire une petite pause et revenir en me sentant un peu plus rafraîchi et optimiste. Parce que nous devrions être optimistes. Nous voyons les résultats, en quelque sorte les fruits de notre travail intellectuel, partout. Et donc c'est une grande victoire pour les parents. D'ailleurs, vu le nombre de parents qui ont retiré leurs enfants des écoles pour les instruire à la maison et qui réalisent que c'est ce qui a toujours eu du sens. Cela a toujours été ce qui était logique. Nous sommes les parents. Bon, je vais passer à certains de vos commentaires. D'abord, je veux vous dire que nous allons aborder le complexe industriel de la contraception maintenant. Le premier épisode est gratuit sur CandaceOwens.com. Je voulais que vous le voyiez car je pense que cela vous aidera à comprendre à quel point votre gouvernement vous déteste. Il nous empoisonne ainsi que vos enfants. Il nous empoisonne depuis longtemps et quand j'ai découvert l'histoire de la contraception, j'ai été vraiment stupéfaite. Et pourtant, j'étais quelqu'un de pro-choix. J'étais très favorable à la contraception, pensant que les gens devraient, vous savez que les gens devraient en prendre. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre qu'ils essayent de me le vendre. Mais je n'ai certainement jamais pensé qu'il y avait quoi que ce soit de mal à ce que d'autres femmes en prennent. Et puis j'ai découvert l'histoire de la contraception. Et là, je me suis dit, ah d'accord, c'est juste encore une preuve que notre gouvernement nous déteste et veut s'assurer que nous ne nous reproduisions pas. Et qu'ils finiront par contrôler cela. Que vous devrez passer par eux et qu'ils contrôleront les cliniques de FIV et ce genre de choses.
Nous devons nous rééduquer nous-mêmes si nous voulons, en quelque sorte, déconstruire les choses. Donc, l'épisode 23 de A Shot in the Dark est disponible gratuitement sur CandiceOwens.com. Peut-être que la semaine prochaine, nous le publierons aussi sur YouTube parce que les faits sont choquants. Très bien, voyons ce que vous en pensez. Vous devez sûrement avoir beaucoup de choses en tête. N'oubliez pas, n'importe quoi. Trouvez le Jean-Michel qui était à Stanford dans les années 70. Nous ne pouvons pas le trouver dans les documents de remise de diplôme. Tout ce que vous pourriez savoir. Peut-être que vous avez vu Jean-Michel se produire sur la pelouse. Envoyez vos informations à CandaceOwens.com. John Diamond, wow, merci beaucoup pour ce don. Il écrit « Tu nous as tellement manqué. Mais à chaque fois que je pensais à ton absence, premièrement, je voulais vraiment que tu passes du temps avec ta famille adorée. Deuxièmement, la fille se prépare pour de nouveaux combats. Troisièmement, tout est faux et gai, mais Dieu est aux commandes. Et Candace est au top. C'est un si bon résumé. Oui. Vous savez, on se reconnecte à sa famille et on réalise ce qui compte vraiment. Et ce qui compte au final, c'est qu'on doit être radicaux quand il s'agit de défendre nos familles, surtout les enfants. Vraiment, surtout les enfants. Marcy écrit « Bienvenue à nouveau, Candice. Tu nous as manqué. Ne t'inquiète pas, tu n'étais pas si en retard et gai pour le direct. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a eu que quelques minutes de retard. J'ai aussi dû faire face à ça, comme je l'ai dit, à ce drôle de rhume qui circule en ce moment. J'ai l'impression que les maladies aussi ont changé. Je l'appelle maintenant notre dose régulière de poison du gouvernement. Des symptômes bizarres qu'on n'avait pas quand on était enfant. Du genre « Oh, je ne peux rien goûter » ou « J'ai l'impression d'être dans un avion depuis 6 jours. » Et je me dis « Bon, ils sont juste en train de larguer la dernière nouveauté. Ils envoient le dernier type de moustique, ce genre de choses. » Cheryl Wells écrit « Oh mon Dieu, j'étais en manque de Candace, contente que tu sois de retour, moi aussi contente d'être là. » Tui écrit « Je regarde en direct sur le téléphone, l'iPad et la télé. Beaucoup de soutien depuis Brisbane. À mes yeux, tu es une légende vivante. Les Tongiens de Polynésie t'envoient leur amour. S'il te plaît, dis bonjour. Si tu peux, je suis fan. D'accord, eh bien, aux Tongiens de Polynésie, merci beaucoup. J'apprécie le soutien du monde entier. J'ai aussi vu un extrait de Tucker Carlson qui racontait qu'il marchait en Norvège et l'un de mes fans lui a dit « Dis à Candace que je l'aime. » Alors, à ce fan en Norvège, qui que tu sois, je t'aime aussi. C'est vraiment incroyable que tu sois allé voir Tucker Carlson. Tu as dit ça et ça compte énormément pour moi. Le soutien à travers le monde, c'est pourquoi on continue tout ça. Et vous, quand je me sentais vraiment comme « Wow, je suis bouleversée qu'ils s'en sortent comme ça depuis si longtemps, vous me remontez toujours le moral. Quand je vous ai vu poster des messages comme « C'est Candace. D'accord, nous allons envoyer la police. » Mon réalisateur recevait des messages, ma productrice, Savannah aussi. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'illumine complètement. Parfois, on a tous juste besoin de ça. Il faut se rappeler qu'il y a vraiment de bonnes personnes dans le monde. Eux, ils sont la minorité. Ils savent qu'ils sont la minorité, les gens mauvais. Les bonnes personnes sont la majorité. Cette expérience était évidemment un acte complet pour justifier que ces pervers sadiques fassent ce qu'ils veulent partout dans le monde. L'expérience de la prison de Stanford, mais la majorité des gens sont en réalité intrinsèquement bons. Nous ne sommes pas intrinsèquement mauvais. Et je sais même que la bonté l'emporte à la fin. Black écrit « Candace, comment oses-tu nous faire attendre plus d'une semaine dans le noir? Maintenant, dis-nous pardon et que tu nous aimes. Je suis contente de te revoir. Je suis vraiment désolée et je vous aime énormément. Pour être clair, énormément. » Lucas Lee écrit « Tu étais la femme la plus recherchée ces 2 derniers jours. Dieu merci, tu vas bien. Nous sommes tellement heureux de te retrouver à l'antenne. » Oui, je vais bien. Je suis en vie. Demain, je pense qu'on va sortir quelque chose. Une interview vraiment importante. Il y a des mois, j'avais contacté Milo Yiannopoulos. Nous l'avons invité rapidement à cause de certains événements qui se déroulaient il y a quelques semaines. Il m'intéressait parce que ses écrits ont fait partie de mon éveil politique, tu sais, sur le conservatisme et la prise de conscience que, au fond de moi, je suis conservatrice. Et puis, il a, tu sais, vécu comme un homme marié homosexuel et maintenant, il est très opposé à l'homosexualité. Et c'est quelqu'un dont on a déjà parlé par le passé. Ayant été agressé sexuellement quand il était plus jeune et ayant été impliqué dans un gros scandale parce qu'il a vraiment dit quelque chose de très maladroit en essayant de justifier ce qui lui était arrivé enfant. Et tu sais, il s'est excusé pour cela. Je voulais lui parler de tout ce qui se passe dans ce monde. Et l'une des choses dont il était question, c'est que nous nous sommes aussi éloignés de certains sujets, comme le fait que parler des questions trans, c'est facile.
Mais il y avait aussi, je pense, une mythologie intentionnelle qui a été établie autour de l'homosexualité tout au long des années 90. Qu'il nous faut en quelque sorte reprendre cette discussion, comme parler de l'homosexualité, parler d'Emmanuel Macron, de Justin Trudeau et de Zelensky, et pourquoi nous avons une société qui insiste presque là-dessus, une société qui, d'une certaine manière, déteste l'hétéronormativité, comme il l'appelle, l'hétéronormativité, ou ce que l'on peut aussi décrire comme l'ordre naturel des hommes et des femmes qui s'unissent pour procréer. Pourquoi il y a eu une telle attaque effrénée contre cela? Ils veulent que tout le monde soit LGBTQIA+, qu'on ajoute des initiales, tout sauf l'ordre naturel. Et c'était une conversation vraiment intéressante, je pense une conversation difficile à écouter pour les personnes qui, vous savez, n'ont tout simplement pas l'habitude de parler de l'homosexualité à un niveau plus profond. Je pense que vous allez vraiment apprécier cette conversation demain. Alors, restez bien à l'écoute pour cela. J'ai hâte d'entendre vos avis à ce sujet. Comme je l'ai dit, c'est une conversation courageuse à tout le moins parce que ce n'est pas un sujet dont les gens ont l'habitude de parler. Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, on disait tout le temps que tout était gay, et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on ne peut même plus prononcer le mot gay d'une manière qui pourrait sembler péjorative, comme dire que tout est faux et gay, sinon on est tout de suite taxé d'homophobie. C'est intentionnel, ça a été fait exprès. Donc on va aborder tout ça. Bref, laissez-moi voir si d'autres personnes ont commenté. Non, je crois que c'est tout. Merci beaucoup à vous. Lundi, demain, nous aurons Milo. Lundi marquera le début de la saison 2 de Becoming Brigitte. Aujourd'hui, c'était vraiment juste une sorte d'aperçu pour ça. Envoyez-moi tout ce que vous avez sur l'expérience de Stanford. Vraiment, n'arrêtez pas, d'accord? Et aussi, à mes amis du club de lecture, je suis vraiment désolée. Je n'étais vraiment pas en forme. Et en plus, j'étais vraiment très malade. Donc, nous aurons le club de lecture mardi. Et je vous retrouverai tous à ce moment-là.